La salle d'audience était si silencieuse que l'on pouvait entendre le bourdonnement des néons fluorescents. La famille de Coligny était assise sur la gauche, suffisante dans ses costumes italiens sur mesure, célébrant déjà une victoire qu'elle croyait garantie. Ils avaient les milliards. Ils avaient les avocats hors de prix. Et ils avaient l'héritage. Sur la droite, Chloé était assise seule, portant un manteau vieux de 3 saisons, avec rien d'autre qu'une simple chemise cartonnée abîmée devant elle. Il pensait qu'elle n'était que la bonne qui avait eu de la chance. Il pensait pouvoir l'écraser sans même transpirer. Mais lorsque Chloé ouvrit finalement la bouche, elle ne fit pas que gagner un procès. Elle démantela un empire. Ceci est l'histoire de la façon dont la personne la plus silencieuse de la pièce devint celle qu'ils auraient dû craindre le plus. La pluie, le jour des funérailles de Jean-Pierre de Coligny, semblait théâtrale, comme si les cieux tentaient de s'accorder à l'humeur sombre que la famille échouait à feindre. Jean-Pierre de Coligny, le titan de l'empire acier et logistique Coligny, était mort à 78 ans. Il laissait derrière lui une fortune estimée à 4 milliards de dollars, un portefeuille immobilier s'étendant sur 3 continents, et une famille de vautours qui encerclait son lit de mort depuis des années. Debout au bord de la tombe, loin du dais noir abritant la famille proche, se tenait Chloé. Elle tenait un parapluie noir qui avait connu des jours meilleurs, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans la boue humide. Elle avait 32 ans, bien que la fatigue autour de ses yeux la fît paraître plus âgée. Durant les 5 dernières années, elle avait été l'auxiliaire de vie résidant chez Jean-Pierre, son infirmière, et si l'on en croyait les rumeurs, la seule personne qui le tolérait réellement. Sous le dais, Stéphane de Coligny ajusta sa cravate en soie. C'était le fils aîné de Jean-Pierre, un homme de 45 ans, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie en dehors d'un déjeuner d'affaires. À côté de lui se trouvait Valérie, sa sœur, vérifiant son téléphone derrière sa pochette. « Elle est encore là » siffla Valérie, ne prenant même pas la peine de baisser la voix. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers Chloé. « C'est embarrassant. Papa est en terre. » Son salaire s'est arrêté au moment où son cœur a cessé de battre. Stéphane eut un sourire en coin, essuyant une larme inexistante de son œil alors que le prêtre continuait son sermon monotone. « Laisse-la avoir son moment, Valérie. Elle réalise que son ticket repas vient d'expirer. L'avis d'expulsion est déjà rédigé. Je le fais signifier demain matin. » « Demain » railla Valérie. « Tu es trop tendre. Je voulais que ce soit fait aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle touche à l'argenterie. » Chloé ne pouvait pas entendre leurs mots exacts, mais elle connaissait le ton. Elle avait vécu au château de Coligny, en Normandie, pendant 5 ans. Elle connaissait la façon dont Valérie regardait les meubles comme si elle les estimait pour une vente aux enchères, et la façon dont Stéphane regardait le personnel comme s'il s'agissait de meubles doués de conscience. Lorsque le service se termina, les participants commencèrent à se disperser vers la flotte de limousines. Chloé plia son parapluie et attendit que la foule s'éclaircisse. Elle voulait dire un dernier au revoir à Jean-Pierre sans avoir ses enfants sur le dos. Elle s'avança, plaçant une unique rose blanche sur le cercueil en acajou. Jean-Pierre avait été un homme difficile, têtu, paranoïaque et souvent cruel. Mais dans ces dernières années, dépouillé de son armure de chef d'entreprise par la maladie, il avait été effrayé. Chloé était celle qui veillait avec lui pendant ses terreurs nocturnes. Elle était celle qui avait appris à préparer son café exactement comme il l'aimait lorsque ses mains tremblaient trop pour tenir la tasse. Touchant, traîna une voix derrière elle. Chloé ne tressaillit pas. Elle se retourna pour trouver Stéphane la dominant de sa hauteur, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Valérie se tenait quelques pas en retrait, regardant les chaussures boueuses de Chloé avec dégoût. « Bonjour, Stéphane. »« Valérie, » dit Chloé doucement. « C'est monsieur de Coligny pour vous maintenant que mon père n'est plus là pour imposer ses petits projets caritatifs, » dit Stéphane en s'approchant. Il envahit son espace personnel, empestant le scotch coûteux et l'arrogance. « Je suppose que vous avez fait vos valises. »« Il me reste quelques affaires à rassembler, » répondit Chloé, la voix stable. « Vous avez 1 heure, » cria Valérie en s'avançant. « 1 heure pour sortir vos guenilles du gîte des Glycines. Et ne pensez pas à emporter quoi que ce soit de valeur. Nous avons tout catalogué. S'il manque une seule petite cuillère, je vous fais arrêter. » Chloé les regarda. Il s'attendait à ce qu'elle pleure. Il s'attendait à ce qu'elle supplie pour une indemnité de départ ou pour quelques jours de plus pour trouver un appartement. C'est de cela que les gens comme eux se nourrissaient, du désespoir de ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Au lieu de cela, Chloé hocha simplement la tête. « Je comprends. Je serai partie dans l'heure. » Elle passa devant eux, la tête haute. « Pathétique » marmonna Stéphane alors qu'elle passait. Elle ne s'est même pas battue pour une prime. Père choisissait vraiment ceux qui n'avaient pas de colonne vertébrale. Ils la regardèrent s'éloigner,
une silhouette solitaire contre le ciel gris. Il n'avait aucune idée que la femme sans colonne vertébrale marchant vers l'arrêt de bus tenait actuellement le détonateur de leur monde entier. Elle n'avait juste pas encore appuyé sur le bouton. 3 jours plus tard, la bibliothèque du château de Coligny était remplie de l'odeur de vieux cuir et de tension. L'avocat de la famille, maître Pierre Lefebvre, était assis en bout de la massive table en chêne. C'était un homme nerveux, transpirant abondamment malgré la climatisation. Il avait servi Jean-Pierre pendant 30 ans, ce qui signifiait qu'il savait où tous les cadavres étaient enterrés, et il savait exactement à quel point les gens dans cette pièce allaient être en colère. Stéphane était assis à la droite du fauteuil vide du chef de famille, se versant un verre. Valérie était assise en face de lui, accompagnée de son mari, Nicolas, un homme qui avait l'air d'avoir peur de sa propre ombre. « Finissons en, maître Lefebvre », claqua Stéphane. « On connaît la chanson. On divise les liquidités. Transférez-moi les parts de contrôle de l'entreprise. Donnez à Valérie les maisons de vacances et le fonds des bijoux. Allez, hop hop. » En fait, bafouilla maître Lefebvre en mélangeant ses papiers. Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Valérie plissa les yeux. Que voulez-vous dire? C'est un héritage standard. Papa n'avait personne d'autre. Maman n'est plus là. Il n'y a que nous et les petits-enfants, ajouta Nicolas docilement. Mais Valérie le fit taire d'un regard noir. Jean-Pierre. Jean-Pierre a fait quelques changements au testament il y a 6 mois, dit maître Lefebvre, la voix tremblante. Il a été très précis. Stéphane abattit son verre sur la table. Des changements? Il était sénile il y a 6 mois. Quoi qu'il ait écrit, nous le contesterons. Il n'était pas sain d'esprit. Il a été évalué par 3 psychiatres indépendants le jour de la signature, Stéphane, dit maître Lefebvre en sortant un document. Son esprit était vif. Plus vif que le vôtre, peut-être. Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent avec un clic doux. Toutes les têtes se tournèrent. Chloé entra. Elle portait un simple blazer bleu marine et un pantalon, paraissant bien plus professionnel qu'aux funérailles. Elle portait une mallette. Que fait-elle ici? Hurla Valérie en se levant. Sécurité. J'avais dit à la sécurité de ne pas la laisser entrer dans la propriété. Je l'ai invitée, dit maître Lefebvre, trouvant une réserve soudaine de courage. Veuillez vous asseoir, madame de Coligny. Chloé est une bénéficiaire désignée. Bénéficiaire désignée? Stéphane eut un rire dur, semblable à un aboiement. Qu'est-ce qu'il lui a laissé? Le chat? Le vieux Breck? Chloé les ignora et prit le siège à l'autre bout de la table. Elle posa sa mallette sur la table, mais ne l'ouvrit pas. Elle croisa les mains et regarda maître Lefebvre. Veuillez procéder. Maître Lefebvre s'éclaircit la gorge et commença à lire. À mes enfants, Stéphane et Valérie, je lègue le trust familial actuellement évalué à 200 millions de dollars, à partager équitablement. Stéphane expira, se penchant en arrière. Tu vois, 200 millions. Bien. C'est moins que ce que je pensais, mais le vrai argent est dans les actions de l'entreprise. Cependant, continua maître Lefebvre en élevant légèrement la voix. Concernant la société Acier et Logistique Coligny. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien, lut maître Lefebvre, reprenant les mots de Jean-Pierre. J'ai passé 50 ans à la maintenir en vie. J'ai vu mon fils Stéphane traiter l'entreprise comme une tirelire personnelle et ma fille Valérie traiter les dividendes comme un droit de naissance. Je ne peux pas, en bonne conscience, remettre le volant à des gens qui n'ont jamais pris la peine de regarder sous le capot. Le visage de Stéphane vira à une nuance violente de rouge. C'est scandaleux. Je suis le vice-président des opérations. Par conséquent, lut maître Lefebvre, je transfère par la présente 100% de mes intérêts de contrôle, mes parts de vote et le poste de président du conseil d'administration à la seule personne qui a pris la peine de m'écouter expliquer comment fonctionne réellement la chaîne logistique. Maître Lefebvre leva les yeux, croisant le regard de Chloé. Je lègue l'Empire Coligny à Chloé Evans. Le silence dura 3 battements de cœur. Puis l'explosion se produisit. Toi, rugit Stéphane, se jetant par-dessus la table. Nicolas dut l'attraper par le bras pour le retenir. Tu l'as manipulé. Espèce de sorcière. Tu as empoisonné son esprit. Valérie hyperventilait. L'entreprise. Elle a l'entreprise. C'est des milliards. C'est notre héritage. Chloé ne bougea pas. Elle ne tressaillit pas face à l'agression de Stéphane. Elle l'observa simplement avec des yeux sombres et calmes. Ce n'est pas légal, cracha Stéphane en remettant sa veste en place. On va t'enterrer au tribunal. Tu m'entends? Nous avons les meilleurs avocats de tout Paris.
Nous prouverons l'influence indue. Nous prouverons que tu as couché pour entrer dans le testament d'un vieil homme sénile. Tu ne verras pas un centime. Nous bloquerons tout ça en procédure d'homologation pendant 20 ans jusqu'à ce que tu meures de faim. Maître Lefebvre regarda Chloé nerveusement. Mademoiselle Evans, en tant qu'exécuteur testamentaire, je dois vous avertir, la famille a des ressources juridiques considérables. Une contestation du testament est inévitable. Chloé parla enfin. Sa voix était basse, mélodieuse et effroyablement calme. Je n'en attendais pas moins, Stéphane. Elle se leva, prenant sa mallette. Tu penses pouvoir nous combattre? Siffla Valérie. Tu es une aide-soignante. Tu as un simple baccalauréat et un tailleur bon marché. Nous sommes les de Coligny. Chloé s'arrêta à la porte. Elle regarda en arrière vers la famille qui l'avait traitée comme de la boue pendant 5 ans. Elle pensa aux nuits où elle restait éveillée avec Jean-Pierre pendant qu'il pleurait sur leur négligence. Elle pensa aux documents que Jean-Pierre lui avait fait mémoriser. « On se voit au tribunal », dit Chloé. Elle sortit. Alors que les lourdes portes en chêne se refermaient, Stéphane attrapa son téléphone. « Appelez-moi les avocats. Appelez-moi tout le cabinet. Je veux un détective privé sur sa vie avant midi. Je veux savoir avec qui elle sortait à la maternelle. Je veux qu'elle soit détruite. » 2 semaines plus tard, la déposition était programmée dans les bureaux de Christophe Garrick et Associés, le cabinet d'avocats le plus redouté de la ville. La salle de conférence était une boîte en verre suspendue 40 étages au-dessus de la rue, conçue pour que quiconque assis de l'autre côté de la table se sente petit, exposé et insignifiant. Stéphane et Valérie étaient assis d'un côté, flanqués de 4 jeunes associés et de leur avocat principal, Christophe Garrick. Garrick était un homme qui ne se contentait pas de gagner des procès. Il anéantissait l'opposition. Il avait la réputation de faire pleurer des hommes adultes lors des contre-interrogatoires. De l'autre côté de l'étendue d'acajou, était assise Chloé. Elle était seule. « Où est votre conseil, mademoiselle Evans ?» demanda Garrick, regardant par-dessus ses lunettes avec un mélange d'ennui et de pitié. « J'avais l'impression que vous aviez engagé quelqu'un. Ou peut-être que vous ne pouviez pas vous en offrir un, » ricana Stéphane en tapotant sur son téléphone. « Je me représente moi-même pour cette déposition, » dit Chloé en ouvrant sa chemise cartonnée abîmée. Garrick échangea un regard avec Stéphane. Un regard qui disait « Ça va être un massacre ». « Très bien », dit Garrick en allumant l'enregistreur. « Déclinez votre identité pour l'enregistrement. » Chloé Evans. « Mademoiselle Evans », commença Garrick en se penchant en avant comme un prédateur. « Allons droit au but. Vous étiez une domestique. Vous changiez les bassins et laviez la vaisselle. Et pourtant, vous attendez de nous que l'on croie que Jean-Pierre de Coligny, un industriel visionnaire, voulait que vous dirigiez un conglomérat sidérurgique multinational, une entreprise de 12 000 employés? J'attends de vous que vous croyiez le document légal signé devant vous, répondit Chloé calmement. Les documents peuvent être falsifiés. Les esprits peuvent être manipulés, claqua Garrick. Parlons de votre relation avec le défunt. Aviez-vous une relation romantique avec Jean-Pierre de Coligny? Non. L'avez-vous menacé? Non. Avez-vous restreint son accès à ses enfants? Chloé marqua une pause. Elle regarda Valérie, dont le visage était un masque de dédain hautain. Je n'ai jamais restreint l'accès. Je gérais simplement son emploi du temps. Ses enfants demandaient rarement l'accès. Menteuse! Cria Valérie en frappant la main sur la table. On appelait tout le temps, tu nous bloquais. Valérie, s'il vous plaît, l'apaisa Garrick. Puis il se retourna vers Chloé avec un sourire froid. Mademoiselle Evans, mon client soutient que vous avez isolé un homme âgé et vulnérable pour voler sa fortune. Nous allons prouver que vous êtes non qualifiée, manipulatrice et une escroc. Nous allons demander au tribunal de vous dépouiller de tout. Si vous abandonnez la réclamation maintenant, la famille est prête à vous offrir, disons, 50 000 €. Une indemnité généreuse. Stéphane rit. Prends-les, Chloé. C'est plus d'argent que tu n'enverras jamais de ta vie. Va t'acheter un mobil-home. Chloé baissa les yeux sur ses mains un instant. La pièce était silencieuse. Stéphane pensait qu'elle craquait. Puis elle leva les yeux. La fatigue avait disparu de son regard, remplacée par une intensité tranchante comme un rasoir. Maître Garrick, dit Chloé, sa voix descendant d'une octave. Vous avez demandé si je suis qualifiée. Parlons du rapport du 3e trimestre de la logistique Coligny de l'année dernière. Celui où la division maritime asiatique a perdu 40 millions de dollars à cause d'une erreur de surcharge de carburant. Stéphane se figea.
Son pouce resta en suspens au-dessus de l'écran de son téléphone. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Commença Garrick. Jean-Pierre était alité durant le 3e trimestre, continua Chloé, sa voix gagnant en force. Stéphane était le PDG par intérim. Il a signé un contrat fournisseur avec une société écran appelée Apex Fuel Solutions, une société qui a facturé à Acier Coligny le diesel 3 cents % au-dessus du prix du marché. Valérie regarda son frère. Stéphane, de quoi parle-t-elle? Elle invente tout ça. Aboya Stéphane, la sueur perlant soudainement sur son front. Objection. Non pertinent. C'est pertinent pour mes qualifications, dit Chloé en sortant une feuille de papier de son dossier. Parce que quand Jean-Pierre a vu les chiffres, il ne les comprenait pas. Il m'a demandé de regarder. J'ai retracé Apex Fuel Solutions jusqu'à un agent enregistré au Luxembourg. Un agent enregistré qui partage une adresse avec votre holding personnel de vacances, Stéphane. Le silence dans la pièce était assourdissant. Même la climatisation semblait s'être arrêtée de ronronner. Chloé fit glisser le papier sur la table polie. J'ai rédigé le plan pour résilier ce contrat et renégocier avec des fournisseurs légitimes. J'ai écrit les emails que Jean-Pierre a envoyés. J'ai structuré la refonte logistique qui a fait économiser 12 millions de dollars à l'entreprise au 4e trimestre. Jean-Pierre ne m'a pas seulement laissé l'entreprise parce que je faisais son café, maître Garrick. Il me l'a laissé parce que depuis 2 ans, c'est moi qui la dirige. Garrick prit le papier. Ses mains tremblaient légèrement. Il regarda les données. Puis il regarda Stéphane. Stéphane était pâle, fixant la table, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Toi, murmura Stéphane. Tu as fouillé dans les dossiers. J'ai organisé les dossiers, corrigea Chloé. Jean-Pierre m'a confié son héritage. Tu l'as traité comme un distributeur automatique. Elle referma son dossier et se leva. Je ne prends pas les 50 000 €, Stéphane. Et je ne me désiste pas. Je fais exactement ce que Jean-Pierre m'a demandé de faire. Je sors les poubelles. Elle marcha vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. Et maître Garrick, si vous voulez parler de relations romantiques, peut-être devrions-nous discuter de pourquoi le mari de Valérie, Nicolas, a transféré des fonds de l'entreprise vers un appartement en ville enregistré au nom de son assistante personnelle. Valérie laissa échapper un hoquet étranglé et tourna brusquement la tête vers son mari, qui avait l'air sur le point de s'évanouir. Nous en avons terminé ici, dit Chloé. La déposition fut un désastre pour les de Coligny, mais ils n'étaient pas hors de combat. Ils étaient des animaux blessés, et cela les rendait dangereux. Une semaine plus tard, l'affaire Coligny contre Evans s'ouvrit officiellement au palais de justice de Lyon. La frénésie médiatique était folle. Les camionnettes de presse bordaient les rues. Le gros titre, « La bonne prend le trône du milliardaire », s'étalait sur tous les journaux. Le public était divisé. La moitié la voyait comme une Cendrillon. L'autre moitié la voyait comme une vilaine chercheuse d'or. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était suffocante. La juge Monique Walters, une femme sévère sans aucune patience pour le théâtre, présidait. La galerie était bondée. Garrick, ayant récupéré de l'embuscade de la déposition, passa immédiatement à l'offensive. Il appela des témoins de moralité, d'anciennes femmes de chambre mécontentes, des cousins éloignés, quiconque il pouvait payer pour dire que Chloé était louche. Elle était obsédée par l'argent, témoigna un ancien jardinier, lisant clairement un script, toujours à demander à M. de Coligny à propos de son testament. Chloé était assise à la table de la défense. Elle avait finalement engagé un avocat, un vieil ami de Jean-Pierre nommé Lucas Pargot. Lucas avait 70 ans, était ébouriffé et portait un costume qui donnait l'impression qu'il avait dormi dedans. Les de Coligny rirent quand il entra. Il ne savait pas que Lucas Pargot était un professeur de droit constitutionnel à la retraite qui avait oublié plus de choses sur la loi que Garrick n'en avait jamais apprises. Votre honneur, tonna Garrick durant sa déclaration d'ouverture. C'est un cas simple d'abus de faiblesse sur personne âgée. Jean-Pierre de Coligny était un géant de l'industrie. Dans ces derniers mois, il était confus, sous médicaments et isolé par cette femme. Elle a profité de sa peur. Nous demandons une injonction immédiate pour la retirer du conseil d'administration et geler tous les actifs. Ça se présentait mal. Le récit était fort. Riche vieil homme, jeune soignante, changement soudain de testament. Le jury, bien qu'il s'agît d'un procès sans jury populaire, le tribunal de l'opinion publique comptait, semblait sceptique vis-à-vis de Chloé. Maître Pargot, dit la juge Walters, votre réponse. Lucas se leva lentement, ses genoux craquants. Votre honneur, le plaignant peint le tableau d'un vieil homme sénile.
Mais nous avons la preuve que Jean-Pierre de Coligny était non seulement sain d'esprit, mais douloureusement conscient de sa réalité. Lucas se tourna vers la cour. Je voudrais verser la pièce à conviction à de la défense au dossier. Un enregistrement vidéo, daté de 3 jours avant la mort de Jean-Pierre. Stéphane bondit. Objection. Nous n'avons pas vu cela. Cela a été soumis à la communication des pièces ce matin, monsieur de Coligny, traîna Lucas. Peut-être que si vous vérifiez vos emails au lieu de votre portefeuille boursier, vous le sauriez. La juge hocha la tête. Lancez la vidéo. Les écrans massifs dans la salle d'audience s'allumèrent. Jean-Pierre de Coligny apparut. Il était assis dans son fauteuil préféré, paraissant frêle, relié à une bouteille d'oxygène, mais ses yeux étaient clairs, vifs. Je m'appelle Jean-Pierre de Coligny, siffla Jean-Pierre dans la vidéo. J'enregistre ceci parce que je connais mes enfants. Je les connais mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Dans la salle d'audience, Valérie couvrit sa bouche. Je sais que quand je mourrai, continua Jean-Pierre, regardant directement la caméra, Stéphane criera à l'injustice. Valérie pleurera sur son héritage. Ils attaqueront Chloé. Ils la traiteront de voleuse. Jean-Pierre se pencha en avant, la voix tremblante d'émotion. Mais que le dossier montre ceci. J'ai appelé Stéphane pour son anniversaire l'année dernière. Il m'a envoyé sur sa messagerie. J'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines pour une pneumonie. Valérie a envoyé une corbeille de fruits. Son assistante a signé la carte. Un murmure parcourut la galerie. Chloé, dit Jean-Pierre, sa voix s'adoucissant. Chloé m'a tenu la main quand les médecins m'ont dit que je mourrais. Elle m'a fait la lecture. Elle s'est disputée avec les infirmières pour que j'aie de meilleurs soins. Et quand je ne pouvais pas dormir parce que j'étais terrifiée par ce qui arriverait à mon entreprise, elle écoutait. Elle apprenait. Elle a l'esprit pour les affaires que mon fils fait semblant d'avoir. Jean-Pierre marqua une pause, les larmes montant aux yeux. À mes enfants, je vous aimais. Vraiment. Mais vous ne m'aimez pas. Vous aimez mon argent. Et je ne peux pas laisser l'œuvre de ma vie à des gens qui ne voient que des signes dollars. Je la laisse à Chloé parce qu'elle est la seule à voir les gens derrière l'acier. Chloé, si tu regardes ça, ne les laisse pas te tyranniser. Combat-les. Tu es plus forte qu'eux tous réunis. L'écran devint noir. La salle d'audience était absolument silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Chloé essuya une larme unique sur sa joue. Elle ne regarda pas les de Coligny. La juge Walters s'éclaircit la gorge. Elle regarda Stéphane et Valérie avec un dégoût à peine voilé. Stéphane était affalé dans sa chaise, le visage cendré. Valérie pleurait, mais on ne savait pas si c'était de culpabilité ou d'humiliation. Maître Garrick, dit la juge d'un ton glacial. Avez-vous une preuve qui réfute le propre témoignage du défunt concernant son état d'esprit? Garrick desserra sa cravate. Il avait l'air vaincu. Non, votre honneur, pas pour le moment. Alors la motion pour une injonction immédiate est rejetée. La juge frappa son marteau. Chloé Evans reste la propriétaire majoritaire d'Acier Coligny. Nous nous réunirons à nouveau la semaine prochaine pour le jugement final sur la validité du testament. La séance est levée. La galerie explosa. Les journalistes hurlaient des questions. Alors que Chloé et Lucas rangeaient leurs papiers, Stéphane bouscula ses avocats. Il marcha droit vers Chloé. Ses yeux étaient exorbités. Il ressemblait à un homme qui venait de regarder son monde brûler. Tu penses que c'est fini? Siffla Stéphane, la voix basse pour que les caméras ne le captent pas. Cette vidéo était un joli tour. Mais tu n'appartiens pas à notre monde, Chloé. Des accidents arrivent. Les gens disparaissent. Tu penses vraiment pouvoir diriger un empire? Je le brûlerai jusqu'aux fondations avant de te laisser le garder. Chloé le regarda, son expression illisible. Jean-Pierre m'avait prévenu que tu dirais ça, répondit-elle doucement. C'est pourquoi j'ai déjà viré ton équipe de sécurité, Stéphane. Les serrures du siège social ont été changées il y a 1 heure. Tu es en violation de propriété si tu t'approches du bâtiment. La mâchoire de Stéphane tomba. Et Stéphane, ajouta Chloé en se penchant. J'audite les comptes du Luxembourg ensuite. Je te suggère de trouver un très bon avocat pénaliste. Maître Garrick fait du droit civil. Il ne pourra pas t'aider avec la prison ferme. Elle se tourna et sortit de la salle d'audience sous les flashs aveuglants des caméras. Elle avait gagné la bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. Stéphane était désespéré, et les hommes désespérés faisaient des choses imprudentes et violentes. Le combat juridique était terminé, mais le danger était sur le point de devenir physique.
Le siège social d'Acier Coligny était un monolithe de verre et de fer au centre de la ville. Pendant des décennies, la suite exécutive au 50e étage avait été une forteresse de marché conclue au whisky et de népotisme. Maintenant, c'était le centre de commandement de Chloé. Cela faisait 3 jours depuis la victoire au tribunal. L'audit des comptes luxembourgeois avançait, mais c'était un travail lent. Les experts comptables forensiques découvraient un réseau de sociétés écrans, si complexe qu'il donnait le tournis à Chloé. Elle savait que Stéphane était désespéré. Il ne perdait pas seulement son héritage. Il faisait face à la prison fédérale pour détournement de fonds et fraude fiscale. Chloé était assise au bureau massif en acajou de Jean-Pierre, les lumières de la ville scintillant derrière elle. Il était 2 heures du matin. Le bâtiment était censé être vide, sauf pour la sécurité de nuit. Couché sur le tapis à côté d'elle se trouvait Rex, un berger allemand massif, au pelage comme de l'encre noire et aux yeux qui ne manquaient rien. Chloé l'avait adopté il y a 2 ans lorsque la santé de Jean-Pierre avait commencé à décliner, à l'origine pour garder le domaine, mais il était devenu son ombre. Ce soir, Rex était agité, ses oreilles tressaillaient, pivotant vers les lourdes doubles portes du bureau. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chien » chuchota Chloé, se figeant. Rex laissa échapper un grognement bas et grondant qui fit vibrer le plancher. Il se leva, le poil hérissé, fixant intensément le couloir. Chloé ne le remit pas en question. Elle glissa silencieusement la main sous le bureau et pressa le bouton d'alarme silencieuse que Jean-Pierre avait installé des années auparavant, une ligne directe vers la gendarmerie, contournant le système de sécurité interne du bâtiment. Elle avait le pressentiment que la sécurité du bâtiment avait pu être compromise. Stéphane connaissait les gardes. Il en avait embauché la moitié. Soudain, la serrure électronique de la suite exécutive émit un bip. Accès autorisé. Le cœur de Chloé martela contre ses côtes. Seules 3 personnes avaient des cartes d'accès avec ce niveau d'accréditation. Elle, le chef de la sécurité, et le vieux passe-partout que Stéphane était censé avoir rendu. Les portes s'ouvrirent à la volée. Ce n'était pas Stéphane. C'étaient 2 hommes vêtus d'uniformes de maintenance noire, visages dissimulés par des casquettes basses. Mais derrière eux, entrant avec l'arrogance d'un homme qui pense posséder le monde, se trouvait Stéphane. Il paraissait débraillé, les yeux injectés de sang, sentant la sueur et la paranoïa. Il portait un lourd sac de sport. « Tu travailles tard, Chloé » ricana Stéphane en entrant dans la pièce. « Je t'avais dit que des accidents arrivaient. » Les 2 hommes s'avancèrent. L'un sortit un pied de biche de sa ceinture. « Sors, Stéphane » dit Chloé en se levant. Elle garda sa main près du lourd presse-papier en laiton sur le bureau. La gendarmerie est en route. Le temps qu'ils arrivent ici, cet étage ne sera que cendre. Stéphane rit, un son maniaque et saccadé. Il laissa tomber le sac de sport sur la table de conférence. Il cliqueta au bruit d'engins incendiaires et de bidons d'accélérant. « Je ne vais pas en prison, Chloé. Si je ne peux pas avoir l'entreprise, personne ne le peut. Je vais brûler les dossiers. La salle des serveurs est juste à côté. Une fois que le feu aura pris, les gicleurs ruineront tout ce que les flammes n'auront pas détruit. Pas de preuves, pas de dossier. Tu es fou, dit Chloé, la voix tremblant légèrement. Il y a des gens dans ce bâtiment, le personnel de nettoyage, la sécurité. Dommages collatéraux, cracha Stéphane. Attrapez-la, attachez-la à la chaise. Elle pourra regarder l'empire brûler. L'homme au pied de biche se jeta en avant. Rex, hurla Chloé. Le berger allemand se propulsa des ombres comme un missile. Il percuta l'homme au pied de biche en pleine poitrine avec 40 kilos de muscles et de fureur, le renversant à plat. L'homme hurla alors que les mâchoires de Rex se refermaient sur son avant-bras. Le pied de biche tomba au sol avec fracas. Le second homme paniqua, cherchant un tasé à sa ceinture, mais Chloé n'attendit pas. Elle attrapa le presse-papier en laiton et le lança. Il frappa le second homme en plein dans l'épaule, le faisant chanceler. « Enlevez ce chien de là !» hurla Stéphane, reculant vers la porte. « Tirez-lui dessus. Faites quelque chose. » Rex lâcha le premier homme, qui sanglotait maintenant en tenant son bras, et tourna son regard doré vers Stéphane. Le chien grogna, montrant des dents qui ressemblaient à des poignards. Stéphane se figea. Il regarda le chien, puis Chloé. Il réalisa qu'il avait fait une erreur de calcul fatale. Il pensait entrer pour intimider une bibliothécaire. Au lieu de cela, il était entré dans la fosse aux lions. Les sirènes commencèrent à hurler au loin, devenant plus fortes de seconde en seconde. « C'est fini, Stéphane » dit Chloé, contournant le bureau, sa voix dure comme de l'acier. « Rex, pas bouger.
Le chien tint sa position entre Chloé et les intrus, un mur vivant de protection. Stéphane regarda le sac de sport d'accélérant, puis la porte. La panique le submergea. Il se retourna et s'enfuit, abandonnant ses hommes de main. Ne le laissez pas quitter le bâtiment, cria Chloé dans son téléphone, alors que le répartiteur de la police répondait enfin. Il se dirige vers les ascenseurs. Les deux hommes de main étaient trop terrifiés par le chien grondant pour bouger. Ils restèrent au sol, mains levées en signe de reddition. Chloé se tenait au-dessus d'eux, la gouvernante silencieuse avait disparu. À sa place se tenait la PDG d'Acier Coligny, et elle les regardait avec une autorité absolue. « Vous avez choisi le mauvais camp », leur dit-elle froidement. Le soleil du matin se leva sur la ville, mais pour la famille de Coligny, c'était le début de la plus longue journée de leur vie. Stéphane avait été appréhendé dans le parking souterrain, essayant de démarrer une voiture avec les fils car ses propres clés avaient été confisquées lors de son arrestation. Il était actuellement en garde à vue, accusé d'effraction, de tentative d'incendie criminel et de complot. Mais la guerre n'était pas finie. Stéphane était la menace bruyante, mais la pourriture dans l'entreprise était plus profonde. Valérie, Nicolas et les membres du conseil sympathisant qui avaient profité de la corruption étaient toujours en jeu. Ils avaient convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration à 9 heures, avec l'intention d'utiliser l'arrestation de Stéphane pour présenter la situation comme une instabilité causée par la transition de leadership. Ils voulaient voter le renvoi de Chloé en tant que PDG, citant le danger qu'elle apportait sur le lieu de travail. La salle du conseil était bondée. 12 membres du conseil étaient assis autour de la longue table en verre. Valérie était assise au bout, pâle mais déterminée. Elle portait du noir, essayant d'évoquer la sympathie. « Mesdames et messieurs », commença Valérie, la voix tremblotant théâtralement. « Mon frère. Il est clairement malade. Nous sommes tous dévastés. Mais nous ne pouvons pas laisser sa dépression détruire l'entreprise. Ce chaos, il n'a commencé que lorsque Mademoiselle Evans a pris les commandes. L'action a chuté de 4% ce matin. Les actionnaires sont paniqués. Nous avons besoin de mains stables. Je propose un vote de défiance envers Chloé Evans. » Plusieurs vieux hommes en costume coûteux hochèrent la tête. C'étaient des copains de Stéphane, des hommes qui appréciaient les bonus somptueux et regardaient ailleurs quand les chiffres ne collaient pas. « Appuyez », dit M. Henderson, le directeur financier, un homme aux yeux fuyants. « Nous devons restaurer l'ordre. » Les portes s'ouvrirent. Chloé entra. Elle n'avait pas dormi depuis 24 heures. Elle portait toujours les vêtements de la veille, bien qu'elle eût jeté un blazer frais par-dessus. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air électrique. Rex trottinait à côté d'elle, ses griffes cliquant rythmiquement sur le sol. Il s'assit en tête de table, surveillant la pièce. « Vous avez amené un chien » Halta Valérie. « C'est une salle de conseil, pas un chenil. »« Rex reste » dit Chloé, sa voix traversant la pièce comme une lame. Elle jeta une épaisse pile de dossiers sur la table. Le bruit sourd résonna. « Vous voulez parler de stabilité, Valérie ? Vous voulez parler d'ordre ?» Chloé marcha lentement autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. « Parlons du projet Orion. » M. Henderson devint blanc. Il laissa tomber son stylo. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » bafouilla Henderson. Le projet Orion, continua Chloé, était une initiative de construction fantôme au Qatar. Acier Coligny y a versé 50 millions de dollars au cours des 3 dernières années, mais j'ai vérifié l'imagerie satellite ce matin. Il n'y a pas de chantier de construction. Il n'y a que du sable. Les membres du conseil commencèrent à murmurer. « Où est passé l'argent, M. Henderson ?» demanda Chloé, s'arrêtant derrière sa chaise. « Est-il allé dans l'approvisionnement en acier ou est-il allé sur les comptes offshore que vous et Nicolas partagez au Panama ?» Le mari de Valérie, Nicolas, qui était assis dans le coin, mit sa tête dans ses mains. « C'est de la diffamation !» cria Valérie en se levant. « Tu ne peux rien prouver de tout ça. »« Je n'ai pas à vous le prouver, » dit Chloé calmement. « Je l'ai déjà prouvé à la gendarmerie. Ils exécutent des mandats de perquisition à vos domiciles au moment où nous parlons. » La pièce éclata dans le chaos. Les téléphones commencèrent à vibrer dans les poches. Des appels frénétiques d'épouses et de maris, regardant des agents fédéraux remonter leurs allées. « Tu as appelé les flics » chuchota Valérie, s'enfonçant dans sa chaise. « Sur ta propre famille. »« Vous n'êtes pas ma famille, » dit Chloé. « Jean-Pierre était ma famille. Vous êtes les parasites qui l'ont tué avec le stress. » Chloé marcha vers la tête de la table. Elle posa ses mains sur le fauteuil en cuir qui appartenait autrefois à Jean-Pierre.
J'offre un marché, annonça Chloé, élevant la voix au-dessus de la panique. Quiconque démissionne dans les 10 prochaines minutes garde sa retraite et s'en va sans que je poursuive au civil pour négligence. Si vous restez, je vous poursuivrai pour chaque centime que vous avez volé, et je remettrai personnellement les preuves au procureur de la République. Elle regarda sa montre. Passer en revue les indemnités de départ prendra du temps, alors vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous avez 9 minutes. M. Henderson fut le premier à bouger. Il gribouilla sa démission sur un bloc-notes, la jeta sur la table et courut hors de la pièce. 2 autres membres du conseil suivirent, puis un autre. Valérie restait figée. Elle regardait ses alliés fuir comme des rats quittant un navire en train de couler. Elle regarda Chloé, la voyant enfin pour la première fois. Pas comme une bonne, pas comme un cas social, mais comme un titan. « Et moi » demanda Valérie, la voix petite. « Je suis une héritière. Tu ne peux pas me virer. Tu possèdes des parts, Valérie. Tu n'as pas de travail ici, dit Chloé froidement. Et une fois que le fisc en aura fini avec l'évasion fiscale de Nicolas, tu devras peut-être vendre ces parts justes pour rester hors de prison. Je te suggère de rentrer chez toi et d'appeler un avocat. » Valérie se leva en tremblant. Elle regarda les chaises vides, puis le berger allemand qui l'observait avec une indifférence stoïque. Elle attrapa son sac à main et s'enfuit au son de ses talons claquant frénétiquement dans le couloir. Chloé resta seule dans la salle du conseil, entourée des sièges vides des hommes qui l'avaient sous-estimée. Elle prit une profonde inspiration. Elle se baissa et gratta Rex derrière les oreilles. « Bon chien » chuchota-t-elle. « On a fait le ménage. » Le téléphone sur la table de conférence sonna. C'était le cabinet du préfet. Ils avaient entendu les nouvelles. Ils voulaient savoir si Acier Coligny était toujours opérationnel. Chloé décrocha le téléphone. « Ici Chloé Evans, PDG d'Acier Coligny, dit-elle, la voix stable et puissante. « Oui, monsieur le préfet, nous sommes ouverts. En fait, nous ne faisons que commencer. » 1 an plus tard, l'usine sidérurgique d'Acier Coligny en Lorraine bourdonnait d'un rythme qui ressemblait moins à de la machinerie et plus à un battement de cœur. Lorsque Chloé Evans avait marché pour la première fois sur ce sol il y a 12 mois, l'air avait été épais du goût âcre du soufre et du smog lourd et oppressant de la négligence. La machinerie avait crissé, métal contre métal, une symphonie de délabrement orchestrée par des années de coupes budgétaires et de fonds de maintenance siphonnés. Mais aujourd'hui, la vaste cathédrale industrielle était transformée. La rouille qui avait autrefois recouvert les passerelles comme une maladie avait été sablée, remplacée par des couches fraîches de gris industriel et de jaune de sécurité. Les cheminées, qui crachaient autrefois une suie noire étouffant la ville environnante, étaient maintenant équipées d'épurateurs de pointe, ne libérant qu'un mince filet inoffensif de vapeur blanche dans le ciel frais du matin. Chloé marchait le long de la passerelle suspendue, regardant la pluie d'étincelles oranges tombant en cascade due au fourneau. Elle ne portait pas les tailleurs en soie italienne que Valérie affectionnait, ni ne se cachait derrière les vitres teintées d'une limousine. Chloé portait un casque de chantier blanc éraflé par l'usage, des lunettes de sécurité et des chaussures coquées qui claquaient solidement contre le grillage métallique. À côté d'elle trottinait Rex, le massif berger allemand ressemblait moins à un animal de compagnie et plus à un général en patrouille. Il portait un gilet jaune fluo haute visibilité sur mesure avec son nom brodé sur le flanc, un cadeau de l'équipe de soudure. À leur passage, les ouvriers ne détournaient pas le regard par peur ou dédain. Ils hochaient la tête, faisaient signe ou touchaient leur casque. « Bonjour, mademoiselle Evans » cria Didier, un chef de chantier aux bras comme des troncs d'arbres et au visage taché de graphite. Il était dans l'entreprise depuis 30 ans et avait menacé de démissionner la semaine avant la mort de Jean-Pierre. Maintenant, il était le premier arrivé chaque matin. Chloé s'arrêta, se penchant par-dessus la rambarde. « Bonjour Didier. Comment tient ce nouveau mélange d'alliage à l'étape de refroidissement ?» Didier sourit, essuyant la sueur de son front. « C'est magnifique, patronne. La résistance à la traction est en hausse de 15%. Les nouveaux fournisseurs que vous avez amenés, ils nous envoient vraiment du minerai brut qui n'est pas à moitié de la terre. On tourne à une efficacité maximale. » « Bien, » dit Chloé, un sourire sincère perçant son expression concentrée. « Continuez à m'envoyer les données. Je veux montrer au conseil que la qualité coûte moins cher que les erreurs. » En s'éloignant, elle ressentit un profond sentiment d'ancrage. C'était réel. La chaleur montant des poches de coulée, l'odeur d'ozone et de fer. C'était du travail honnête. C'était un contraste frappant avec les 6 premiers mois de son mandat, qui avaient été un tout autre genre de feu. Ces premiers jours avaient été une guerre d'usure. L'éviction des de Coligny avait laissé un vide de pouvoir que chaque requin de la finance voulait combler.
Chloé avait repoussé 3 tentatives d'OPA hostiles de conglomérats rivaux, qui supposaient qu'une ancienne bonne plierait sous la pression. Il l'avait attaquée avec des offres au rabais, des campagnes de diffamation médiatique et du harcèlement juridique. Mais il n'avait pas réalisé que des années à gérer la vie de Jean-Pierre de Coligny avaient fait d'elle une experte pour anticiper les désastres avant qu'ils n'arrivent. Elle avait travaillé des journées de 18 heures, dormant sur le canapé en cuir de son bureau plus souvent que dans son propre lit, carburant au café noir et à la pure rancune. Elle avait purgé les couches de management intermédiaire que Stéphane avait bourrées de ses copains de beuverie incompétents et promu le talent depuis la base, des gens comme Didier. Maintenant, la guerre était finie, et elle avait gagné. Chloé et Rex prirent le monte-charge jusqu'à la suite exécutive. Les bureaux, autrefois un sanctuaire à la vanité des de Coligny, avaient été dépouillés de leurs prétentions. Les statues à la feuille d'or avaient disparu. Le bar avait été remplacé par une station de café fonctionnelle. À l'intérieur de son bureau privé, la télévision au mur passait les informations de la mi-journée en muet. Chloé y jeta un coup d'œil en détachant la laisse de Rex, le laissant se pelotonner sur son tapis préféré près de la fenêtre. Le titre à l'écran attira son attention. Ancien dirigeant condamné. Chloé marqua une pause, prenant la télécommande pour monter légèrement le volume. La caméra coupa sur des images à l'extérieur du tribunal fédéral. Stéphane de Coligny était conduit en bas des marches en marbre. Il était méconnaissable. Le playboy arrogant buveur de scotch, qui avait menacé de brûler l'héritage de son père, avait disparu. À sa place se trouvait un homme émacié aux yeux creux dans un costume bon marché qui flottait sur sa carcasse. Ses poignets étaient liés par des menottes, protégeant son visage des flashs des caméras, non pas avec fierté, mais avec honte. Stéphane de Coligny, narra la présentatrice, sa voix dénuée de sympathie, a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison ferme pour détournement de fonds, incendie criminel et complot pour fraude. Le juge a cité le scandale du projet Orion comme un abus particulièrement flagrant de confiance d'entreprise. Chloé regarda son visage un moment de plus. Elle chercha le monstre qui l'avait terrorisé, mais elle ne vit qu'un petit homme brisé qui n'avait jamais appris que les actions ont des conséquences. Le cycle d'actualité passa immédiatement à autre chose. Dans l'actualité connexe, la vente aux enchères du domaine de Coligny s'est conclue ce matin. L'écran flasha des images du vaste château où Chloé avait passé 5 ans à polir l'argenterie et frotter les sols. Les recettes de la vente de la propriété et des biens personnels iront à la restitution pour les actionnaires, continua le reporter. Valérie de Coligny, anciennement une figure de la haute société, n'était pas disponible pour commenter. Des sources disent qu'elle a déménagé dans un petit appartement à Saint-Étienne et a trouvé un emploi comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Chloé éteignit la télé. La pièce tomba dans un silence paisible. Elle ne ressentit pas une poussée de joie vindicative. Elle ne ressentit pas l'envie de rire ou de jubiler. Au lieu de cela, elle ressentit un sentiment tranquille d'équilibre se rétablissant. L'univers, qui avait penché en faveur des cruels et des avides pendant si longtemps, avait enfin redressé son axe. Valérie travaillait pour gagner sa vie. Stéphane payait pour ses crimes. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste la gravité. Chloé s'assit à son bureau, poussant de côté les mémoires juridiques qui dominaient habituellement ses matinées. À leur place se trouvaient des plans d'architecte. Elle les étala, lissant les bords. Ce n'étaient pas ceux d'un nouveau yacht ou d'une maison de vacances. C'étaient ceux de la bourse technique Jean-Pierre de Coligny. C'était un programme qu'elle avait lancé le mois précédent, entièrement financé par l'entreprise, garantissant les frais de scolarité pour les enfants de tout employé voulant étudier l'ingénierie, la logistique ou le commerce. Elle était déterminée à ce qu'aucune brillance ne soit plus jamais ignorée simplement parce qu'elle ne pouvait pas se payer une place à la table. Un coup doux à la porte rompit sa concentration. « Entrez !» appela Chloé. La lourde porte s'ouvrit et Lucas Pargot entra. Le vieil avocat paraissait des années plus jeune que dans la salle d'audience. Son costume était fraîchement repassé, sa cravate était droite, et le pli perpétuel d'inquiétude sur son front s'était lissé. En tant que président du conseil nouvellement nommé, Lucas était devenu son conseiller le plus fiable, une figure grand-paternelle qui la traitait avec le respect qu'elle avait toujours mérité. « Les chiffres du 4e trimestre sont arrivés, Chloé, » dit Lucas en marchant vers le bureau. Il tenait un rapport épais et relié dans ses mains, comme si c'était un texte sacré. Chloé ressentit une étincelle de l'ancienne anxiété. C'était le bulletin de notes. C'était le verdict que la bourse attendait. Lucas posa le rapport sur le bureau et tapota la couverture avec son index. Un sourire lent et fier se répandit sur son visage. Nous sommes dans le vert. Les bénéfices nets sont en hausse de 22%. La dette a été réduite de moitié. Pour la première fois en une décennie, Acier Coligny ne fait pas que survivre.
Elle prospère. Chloé laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis un an. Elle passa sa main sur la couverture fraîche et brillante du rapport. Est-ce que le marché est au courant? Ils savent, gloussa Lucas, s'enfonçant dans le fauteuil en face d'elle. L'action a pris 30 points depuis l'ouverture. Les analystes qui vous disaient de vendre il y a 6 mois vous appellent maintenant la dame de fer de la logistique. Il y a une rumeur selon laquelle Business Weekly vous veut pour la couverture de leur numéro sur le redressement du siècle. Chloé secoua la tête, regardant les plans pour le centre de bourse d'études. Je n'ai pas besoin d'une couverture de magazine, Lucas. Je n'ai pas besoin de la célébrité. J'ai juste besoin que cette entreprise survive pour les 50 prochaines années. J'ai besoin de savoir que Didier à l'usine garde sa retraite et que ses enfants peuvent aller à l'université. Lucas l'observa un long moment, les yeux embués. Il fouilla dans la poche de sa veste. J'ai trouvé ceci dans le coffre personnel de Jean-Pierre hier. C'était dans une enveloppe marquée pour le futur. Je pense qu'il voulait que vous l'ayez, mais bon, il a manqué de temps. Il lui tendit une petite boîte en velours délavé. Chloé la prit, ses mains tremblant légèrement. Elle fit sauter le loquet et ouvrit le couvercle. Reposant sur le coussin de velours se trouvait une simple épinglette de revers en argent. Elle n'était pas incrustée de diamants ou d'or. Elle était ternie, rayée par des années d'usure. C'était l'épinglette Coligny originale, la toute première que Jean-Pierre avait portée lorsqu'il avait fondé l'entreprise il y a 50 ans, à l'époque où ce n'était que 2 camions et un rêve. Il m'a dit une fois, dit Lucas, sa voix tombant dans un murmure révérencieux, qu'il a bâti cette entreprise pour sa famille. Il a passé toute sa vie à essayer de bâtir un héritage pour ses enfants. Mais il n'a pas réalisé jusqu'à la toute fin que sa vraie famille n'était pas les gens qui partageaient son ADN. C'étaient les gens qui partageaient ses valeurs. Lucas se pencha en avant. Il savait, Chloé. Même quand il était malade, même quand il ne pouvait pas parler. Il savait que vous étiez celle qui portait le feu. Chloé souleva délicatement l'épinglette de la boîte. Elle semblait lourde, chargée d'histoire et d'attente. Elle se leva et marcha vers le miroir dans le coin de la pièce. Avec des doigts stables, elle attacha l'épinglette en argent au revers de son blazer. Elle accrocha la lumière, brillant d'un éclat terne mais fort contre le tissu sombre. « Merci, Lucas » chuchota-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Elle se tourna et marcha vers la baie vitrée derrière son bureau. Le soleil se couchait sur la ville, jetant de longues ombres dorées sur la ligne d'horizon d'acier et de verre. Loin en contrebas, la ville bougeait comme un organisme vivant, inconsciente des batailles menées dans cette pièce pour garder le cœur de l'industrie battant. Rex se leva, s'étira et trottina vers elle. Il s'assit à ses côtés, appuyant sa tête lourde contre sa jambe. Chloé posa sa main sur ses oreilles, ses doigts s'enfouissant dans sa fourrure. Les de Coligny avaient sous-estimé son silence. Ils avaient pris sa gentillesse pour de la faiblesse, sa patience pour de la soumission. Ils pensaient que parce qu'elle les servait, elle leur était inférieure. Ils avaient regardé une bonne et vu une moins que rien. Mais à la fin, la bonne avait fait ce que les maîtres n'avaient jamais pu faire. Elle avait nettoyé le gâchis. Elle avait sauvé la maison, et elle avait bâti un foyer. Chloé regarda l'empire qu'elle avait ressuscité, non pas avec avidité, mais avec un profond sentiment de gratitude pour la confiance que Jean-Pierre avait placée en elle. « On a fait du bon boulot, Jean-Pierre » chuchota-t-elle à l'air vide, l'imaginant assis dans le fauteuil derrière elle, souriant enfin. « On a fait du bon boulot. » Et pour la première fois depuis longtemps, le silence dans la pièce n'était ni lourd ni solitaire. Il était paisible. Quel voyage! Chloé a prouvé que le vrai pouvoir ne vient pas d'une voix forte, d'un nom de famille chic ou d'un héritage d'1 milliard de dollars. Il vient de l'intégrité, de l'intelligence et du courage de tenir bon quand le monde vous sous-estime. Les de Coligny pensaient pouvoir l'écraser parce qu'elle n'était que du personnel. Mais ils ont appris à la dure que la personne la plus silencieuse de la pièce est souvent celle qui a toutes les cartes en main. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de justice et de victoire ultime de l'outsider, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Que auriez-vous fait à la place de Chloé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.